Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Notre deuxième invité, vous le voyez à l'écran sur Espace TV, c'est bien sûr le ministre Abdoul Kabele Kamara. Oui, avec lui, nous allons revenir longuement sur la marche d'hier. Vous continuez à réagir juste après l'émission. Il va répondre à vos questions, évidemment, dans l'autre studio. Abaka Diallo, nous allons étaler le débat avec le ministre Abdoul Kabele Kamara. Monsieur le ministre, bonjour. Et bienvenue dans ce studio. On vous a vu à la télévision hier, tard, pour réagir à cet incident qui a entraîné la mort d'un jeune suite aux échauffourées au rond-point de Bambeto. Dites-nous, que savez-vous des circonstances dans lesquelles ce jeune a trouvé la mort? Je vous remercie. Je dois, d'entrée de jeu, au nom de toutes les forces de sécurité, présenter mes condoléances les plus émues à la famille éplorée. Le jeune Tcherno Amidou Diallo ne s'attendait pas à la mort ce jour-là, hier. C'est un jeune marchand de 20 ans qui a reçu une balle qui ne lui était pas destinée. Malheureusement, et puisque l'on est croyant, je peux dire que Dieu en a voulu ainsi. Vous affirmez, monsieur le ministre, d'entrée qu'il a reçu une balle qui ne lui était pas destinée. Qu'est-ce que vous fait dire cela? C'est très bien. Parce que d'aucuns disent qu'il était sur le balcon et qu'il filmait, qu'il a été repéré par l'agent qui lui a tiré dessus. Bien, toutes ces circonstances-là vont être élucidées puisque une enquête est ouverte. Et je dois vous dire que ce dérapage ou cette bavure est survenu au moment où on était sur le point de nous frotter les mains et dire félicitations aux organisateurs de la marche pacifique, félicitations aux forces de l'ordre chargées du maintien et du rétablissement de l'ordre public. Alors finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a capoté cette satisfaction qu'on attendait à quelques minutes seulement? Est-ce qu'il y a eu violation de consignes? Et justement, nous sommes là. C'est ce qui justifie ma présence à vos côtés ce matin. Et vous savez, lorsque une marche de ce genre-là est projetée, il y a des concertations préalables. Et je profite de l'occasion pour féliciter mon collègue, ministre de l'administration du territoire, de féliciter les élus locaux et le gouverneur qui a abrité au sein de son gouvernorat plusieurs concertations avec les organisateurs de la marche dite pacifique. Et ils ont abouti à des résolutions qui étaient heureuses et qui, en présence des forces de l'ordre, qui avaient participé également à ces différentes concertations. Et le résultat s'est fait ressentir sur le terrain. À partir de 11h jusqu'à 15h, tout marchait bien. La marche a eu lieu et de façon pacifique. Et c'est au retour, aux environs de 17h30, que nous avons enregistré ce cas malheureux. Mais c'est pourquoi la marche a été pacifique et pourquoi on n'a pas enregistré, contrairement au passé, n'est-ce pas, des dégâts matériels, des blessés et des pertes en vie humaine. C'est parce que tout simplement, toutes les parties étaient déterminées à faire de cette marche une marche pacifique, une marche bien encadrée par les forces de sécurité pour qu'il n'y ait aucune maladresse, aucune bavure. Et sur ce point, depuis que je suis à la tête du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, et Monsieur le Président de la République, dans sa lettre de mission au Premier ministre, et le Premier ministre, dans sa lettre de mission à mon département, ont tenu à mettre en exergue l'usage
de l'emploi des forces de l'ordre chargées du maintien et du rétablissement de la sécurité dans le cadre de la légalité stricto sensu. Bien. Alors, depuis votre prise de fonction, on va venir là-dessus parce qu'on a écouté Papa Koli Kourouma qui était là avant vous, il y a un instant, qui dénonçait cette police, dans ce sens que, à dire que la police, il y a des problèmes parce qu'il y a il y a des délinquants. Je reprends ces termes justement. Est-ce que vous reconnaissez ça, même si on sait que depuis votre prise de fonction, vous avez fait le tour un petit peu des commissariats, entre autres. Est-ce qu'il y a des délinquants aujourd'hui au sein de la police nationale? Parce qu'à chaque fois, c'est la police qui est pointée du doigt. C'est très grave. Il y a le cas d'un journaliste qui a été molesté la dernière fois du côté du tribunal de première instance de Dixine. C'est très grave, monsieur le ministre. Vous savez, puisque vous avez suivi tout le processus avec nous, nous sommes dans le cadre d'une réforme. Ouais. D'une réforme des forces de sécurité en général. Ouais. La défense. Mais le cas de la police. Mais le cas de la police, justement. La réforme n'appelle pas toujours une adhésion totale de tout le monde. Ouais. La réforme appelle la résistance de certaines personnes. Ouais. Mais ceux-là qui sont chargés de... C'est un aveu que vous êtes en train de faire. Je l'ai toujours dit, ouais. Et je pense que vous m'avez suivi à l'occasion des différentes conférences de presse que j'ai tenues au niveau du ministère de la Défense et ici dans ce studio. Je vous dis qu'il y aura toujours quelques entorses. Ouais. Mais justement, nous devons veiller sur cela. Nous devons y veiller et faire en sorte que les brebis galeuses soient retirées des rangs. Et c'est très important. Bien. Comment expliquer que du point de vue organisation, qu'un policier se retrouve quand même avec une arme à balles réelles lors d'une manifestation, alors que selon les consignes, il y a des armes conventionnelles qui devaient être utilisées. On a écouté un peu le porte-parole du gouvernement qui parlait de légitime défense selon selon le policier qui a... je dis bien selon le policier qui a tiré hier. Est-ce que déjà l'utilisation de la balle réelle ne fausse pas complètement l'idée d'une possible légitime défense dans ce cas-là? Écoutez-moi très bien. Il faut éviter de tirer de façon hâtive des conclusions ou d'élaborer, s'il vous plaît, d'élaborer, ça m'étonnait parce que je l'ai suivi. Je l'ai suivi, s'il vous plaît, vous permettez. J'ai suivi le porte-parole du gouvernement. Je dis, il faut tout simplement... Il n'a pas affirmé d'emblée, mais il a dit que le policier a dit qu'il se défendait. Il n'a fait que relater peut-être ce que le policier a dit. Ouais. OK? Mais je dis que je suis dans ce studio pour cela. Bien. Soyez patient. Allez-y, monsieur. Allons-y, calmement, et vous allez comprendre beaucoup de choses. Bien. 1. Il n'est pas permis à un membre de force de l'ordre d'utiliser ou d'employer une arme non conventionnelle à l'occasion d'une marche dite pacifique. Je vous ai parlé des concertations, tant au niveau du gouvernorat qu'au niveau de la sécurité. Les grandes gueules. Un ordre initial a été élaboré avant la manifestation. Nous avons eu des réunions pour développer cet ordre initial. Et tous les commandants d'unités chargés du maintien de l'ordre ont reçu cet ordre initial et les commandants d'unités ont établi un plan opérationnel qui a été porté à la connaissance de tout le monde, de toutes les unités. Interdiction formelle a été faite d'utiliser une arme non conventionnelle. Mieux, nous sommes allés jusqu'à demander aux commandants d'unité de palper chaque agent devant prendre part à l'encadrement de cette marche pacifique. Et des instructions fermes ont été données. Les grandes gueules. Donc, s'il y a eu au niveau de Bambeto, n'est-ce pas, une bavure de ce genre, cela veut dire que quelqu'un
n'a pas respecté les consignes qui ont été données. Alors, quelle est l'information que vous avez reçue, monsieur le ministre? Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement? C'est la question que j'avais posée. Il reste à établir. Je ne veux pas faire des affirmations comme ça, générales, n'est-ce pas, dans la mesure où nous sommes maintenant dans le cadre judiciaire. La direction de la police judiciaire a été saisie, puisque immédiatement j'ai ordonné au directeur général de la police nationale, n'est-ce pas, de procéder à des recherches immédiatement et d'interpeller au niveau du secteur de Bambeto, n'est-ce pas, de la CMS numéro 2 de Bambeto, n'est-ce pas, de procéder à l'interpellation, à l'identification de celui qui en est l'auteur, ou contre lequel il y a des indices graves et concordants. Des soupçons. N'est-ce pas, des soupçons, n'est-ce pas? Donc, on nous a présenté un capitaine du nom de Kali Diallo, qui est présumé auteur des coups de feu. Et donc, ce faisant, j'ai tout de suite ordonné à ce que le commandant d'unité fasse un rapport. Et c'est ce que la loi 09 du 4 juin 2015 prévoit. Qu'il fasse un rapport. Deuxièmement, l'intéressé a été immédiatement mis à la disposition de la direction de la police judiciaire. Pour enquête, le procureur général et le procureur de la République du tribunal de Dixine ont été informés. Et le procureur de Dixine a pris les dispositions nécessaires par rapport à la police judiciaire. Donc, une enquête a été ouverte immédiatement. Monsieur le ministre, dans votre déclaration hier à la télévision, déclaration que nous avons suivie, vous avez dit que c'est aux alentours, aux environs de 17h30, que des échauffourées ont éclaté au rond-point de Bambeto. Est-ce que depuis, vous vous êtes informé sur les circonstances dans lesquelles ces incidents se sont produits et pourquoi ces incidents exactement à cet endroit? Parce que selon plusieurs témoignages, c'est le commandant Djoubaté, qui est commandant de cette unité de la CMS au niveau de Bambeto, qui aurait empêché les marcheurs qui revenaient donc du point de rassemblement, donc de continuer, arguant que l'heure de la marche était dépassée. Bien, il y a plusieurs interrogations. Premièrement, qui a donné ordre aux policiers de réagir. De réagir. Et deuxièmement, est-ce que, selon toute vraisemblance, il y a eu trouble à l'ordre public au rond-point de Matoto? De Bambeto. De Bambeto. Les grandes gueules. Selon toute vraisemblance. Est-ce que ce trouble à l'ordre public était de nature à motiver l'intervention des forces de l'ordre? Troisième interrogation. Pourquoi une arme à feu en ce moment précis et à cet endroit précis? Et pourquoi cette arme a été utilisée contrairement aux consignes que nous avons données? Donc pour vous, il y a des sabotages? Alors, non mais allons droit au but, monsieur le ministre. Vous avez un franc-parler. Vous n'allez pas. C'est important. Non, mais c'est important. Il y a un moment donné, c'est un citoyen guinéen qui est tué là, monsieur le ministre. Vous êtes conscient de ça quand même? Vous savez, entre le journaliste et le juriste, l'ancien magistrat que je suis et l'avocat que je suis maintenant, la différence, vous savez? Vous savez la différence? C'est que vous pouvez sauter vite d'un point à un autre, alors que moi, j'y vais pas à pas, méticuleusement, pour arriver, n'est-ce pas, à une conclusion qui soit de nature, n'est-ce pas, incontestable. C'est-à-dire qu'il soit constant, de la réforme. qu'il soit constant, s'il vous plaît, qu'il soit constant en tous ces éléments. Je puis dire, comme vous, n'est-ce pas, naturellement, qu'il y a des brebis galeuses qui pensent qu'il faut toujours jeter l'anathème sur la police, ternir l'image de la police. Et c'est ce que l'enquête va établir. En utilisant, puisque vous voyez, c'est absurde. Vous ne voyez pas un peu la bêtise qui a été commise? Cette manifestation s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Vous avez suivi, vous, les médias, vous avez suivi. Bon, et la quatrième question d'ailleurs que je voulais poser, est-ce que les engagements qui ont été pris ont été respectés? Est-ce que ceux-là qui ont été chargés de surveiller, d'encadrer au plan interne, n'est-ce pas, les manifestants,
parce que c'est eux qui les ont mis dans la rue, est-ce qu'ils ont assumé leurs responsabilités jusqu'à la fin pour éviter tout dérapage? Mais quel que soit leur comportement, cela ne justifie pas, n'est-ce pas, l'usage, ou en tout cas le décès de Thierno Hamidou Diallo ne peut pas s'expliquer. Donc, c'est ce sur quoi nous allons plancher et que l'enquête est ouverte et que vraiment nous tirerons toutes les leçons de cette... Allez-y, Madame Yoro. Monsieur le ministre, peut-être c'est une interrogation, mais je ne serai pas d'accord avec vous quand vous dites que est-ce que ceux qui se sont engagés à raccompagner les manifestants jusqu'à chez eux ont joué leur rôle? Parce que dans un état de droit, on n'est pas obligé de raccompagner quelqu'un lors d'une manifestation. Il est libre de manifester et de rentrer seul chez lui. Donc, je ne vois pas pourquoi vous posez cette question. L'autre question que je voulais poser... C'est très bien. Maintenant, vous voulez que je réponde à cette question? Non, mais non, Madame Ba, je vais répondre à cette question. Vous savez, nous avons un devoir d'éducation, de sensibilisation. Quand vous êtes politicienne, Madame Ba, quand vous avez un parti politique, vous avez le devoir d'éduquer les militants de votre parti, de leur enseigner le civisme. N'est-ce pas? Vous voulez faire une marche et vous prenez toutes les précautions. Parce que vous savez, la perte humaine est extrêmement sensible, extrêmement importante. On ne veut pas qu'un seul Guinéen perde la vie à l'occasion d'une manifestation. Nous sommes dans une ère de démocratie qui appelle, n'est-ce pas, que tout Guinéen puisse considérer son semblable, n'est-ce pas, son concitoyen, n'est-ce pas, de façon respectueuse, avec toute la dignité requise. Ok? Donc, au niveau des partis politiques, il y a un devoir à accomplir. Au niveau des forces de l'ordre, il y a un devoir à accomplir. Mais la différence entre vous et nous, et surtout moi en tant que ministre chargé de la sécurité, c'est qu'aujourd'hui, je ne veux pas aller directement vers des conclusions hâtives. Je veux tout simplement aller de manière à ce que... Le peuple a droit de savoir, monsieur le ministre. Voilà. Tout à fait raison. Offensive. Oui, non, je ne suis pas offensive, monsieur. Si, je suis désolé. Monsieur Guirassy, s'il vous plaît. Mais non. Ce que je veux dire, monsieur Guirassy... Vous avez dit que vous êtes magistrat. Si vous étiez au tribunal, là, on va dire que vous êtes coupable. Je suis désolé, mais non, attendez. Ce que je veux dire, monsieur Guirassy, s'il vous plaît, calmez-vous. Ce que je veux dire, le peuple, nous devons travailler pour que plus jamais des situations comme ça. D'accord. Nous devons travailler. Nous devons travailler ensemble. Ok? Oui, mais... Bon, mais pour y arriver, il faut de la méthode. Pour y arriver, il faut de la méthode. Alors, et c'est ce que je veux dire. Quand je dis que, puisque nous avons eu des engagements, il y a eu une concertation. C'était magnifique. D'accord. N'est-ce pas? Je dis, Mokhtar Diallo était au rond-point de Bambeto. Et Mokhtar Diallo a eu contact avec un de nos agents. N'est-ce pas, le commandant des unités d'intervention. Les grandes gueules. N'est-ce pas? Et il lui a été dit, rassurez que le commandant des unités d'intervention a demandé aux forces de l'ordre de quitter le rond-point de Bambeto. Et au moment où il disait ça, quelques minutes après, on nous rapporte qu'il y a eu un coup de feu. Donc vous avez vu que toutes les dispositions étaient prises. Au rond-point de Bambeto, il y avait Mokhtar Diallo, en tout cas, qui a manifesté sa présence. Et le commandant des unités d'intervention a réagi pour dire à ces hommes de quitter le rond-point de Bambeto. Donc, le cas malheureux, il faut maintenant l'élucider. Bien. Il ne faut pas que ça reste parmi les cas non élucidés en Guinée. Bien. Maître Abdoul Kabele Camara, notre invité ce matin, Ahmed Camara. Alors, il faut élucider. C'est clair que dès votre prise de fonction, vous avez fait le tour des commissariats, vous avez lancé des appels et c'était, si on peut le dire, un test, cette manifestation, pour votre gestion à la tête du département de la sécurité. Alors finalement, qu'est-ce que vous vous dites? Il faut changer de fusil d'épaule parce que tout le message qui est lancé, finalement, quand on enregistre un cas de mort, ça peut être assimilé même si à un petit échec. Il y a un semblant de sincérité. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Puisqu'il y a eu des cas de décès, mort d'homme. Et ce qui est regrettable, ce que nous regrettons tous. Mais vous avez vu que tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Il y a eu ce cas malheureux. Dès lors que un commissaire, un capitaine de police a été arrêté,
est mis à la disposition de la police judiciaire, le procureur de la République informé et qui tout de suite est rentré en action, n'est-ce pas? Nous allons maintenant œuvrer au niveau de la police et au niveau judiciaire pour que toute la lumière soit faite sur cette situation. J'ai posé des interrogations tout à l'heure et je suis sûr et certain que les enquêteurs vont poser les mêmes interrogations. Et je suis sûr et certain que la justice procédera de la même manière. Et ainsi, tous ceux qui seront mêlés de près ou de loin, n'est-ce pas, à cette affaire-là, seront traduits devant les juridictions. C'est clair et net. Est-ce qu'il y a une garantie de médiatisation de procès si inculpation, évidemment, il y a, puisqu'une information... Les grandes gueules est en cours. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que le peuple sera informé du processus et les condamnations seront médiatisées pour que ça fasse tâche aussi au niveau de la police ou de la gendarmerie? Il faudrait que les gens comprennent que désormais, on est capable d'inculper, d'emprisonner ou de condamner un gendarme, un policier ou un militaire pour des faits qu'il aurait commis. Fut-il une des bavures ou je ne sais pas moi. Je suis un ministre de la République qui a reçu des instructions du chef du gouvernement, monsieur le Premier ministre, et avant du monsieur le Président de la République, qui nous a demandé d'interdire l'usage des armes non conventionnelles à l'occasion des manifestations. C'est clair. Ouais. Et la question de Roby? Donc, la question de Roby est très simple. Ouais. 1, les audiences sont publiques. 2, c'est un fait qui interpelle tous les Guinéens et les Guinéens ont droit de savoir bien ce qui se passe. Voilà. Bien, allez-y madame. Alors, les grandes gueules. La réforme vient d'avoir un coup, notamment après le cas du colonel Issa du côté de Mali. Vous savez ce qui s'est passé. Les gens sont impatients parce qu'on se dit que le monsieur il est en train de se promener gaillardement à Conakry, même si ça traîne. Ça inquiète un peu les populations, mais en plus ce qui vient de se passer. Vous pensez que c'est un sabotage? Parce qu'il disait tout à l'heure qu'il pense que c'est quelqu'un qui essaierait de jeter de l'opprobre sur la police. Justement, j'ai l'impression qu'il n'est pas populaire finalement au côté du ministère de la Sécurité. Alors que c'est une unité quand même de la police qui est indexée. Normalement, ça doit être toute une chaîne. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on devrait palper les gens avant qu'ils ne sortent. C'est toute une chaîne. Est-ce que c'est... parce que peut-être que la responsabilité individuelle... On a parlé du CNIS, madame. Non, attendez. Non, je veux dire, peut-être qu'ils vont dire que c'est la personne qui a tiré. Mais est-ce qu'on a palpé les gens avant qu'ils ne sortent? Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il faut pour ne pas qu'on camoufle une arme dans les pick-up avant qu'on ne sorte? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est toute la chaîne qui devrait être mise en cause, monsieur le ministre? Et qu'est-ce que vous allez faire pour qu'on voie ces personnes-là à la barre? Parce qu'on a souvent vu des militants, des civils à la barre, mais jamais un agent des services de sécurité. Madame Ba, vous avez parfaitement raison. Je vous donne la garantie que tous les coupables seront présentés à la justice. Il n'y aura pas de restriction possible. Là, il n'y a même pas question, il n'est même pas question de jouer à ce jeu-là. C'est exclu. Bien. Allez, le commandant finalement de la CMS de Bambeto, est-ce que vous allez l'entendre? Il va certes produire un rapport, mais le fait que des consignes en amont ont été données pour que tout le monde, tous les agents qui vont être déployés soient palpés, et on se rend compte que c'est au niveau de sa CMS qu'il y a eu défaillance, que cette arme à feu, cette arme non conventionnelle a été utilisée. Est-ce que sa responsabilité va être engagée? Tout à l'heure, d'abord, le commandant de cette compagnie CMS numéro 2 de Bambeto sera entendu à la police judiciaire. Et depuis hier, hier nuit, les instructions ont été données à la police judiciaire. C'est très important. Et à ce moment, l'enquête, les auditions sont en cours. Et il ne s'agira pas seulement du commandant, mais il s'agit de toute la section qui a participé, n'est-ce pas, au rétablissement de l'ordre public aux alentours de Bambeto. Pas seulement Kali Yanlo, qui est considéré comme le principal présumé auteur. Comment il a été identifié? Mais c'est très simple. Comment il a été identifié? C'est parce qu'on a retrouvé dans son camion une arme. Alors que... Non conventionnel. Il était seul dans le camion? J'ai dit, un camion, il commandait une section. Donc tous les membres de la section là vont être entendus. Et Kali Yanlo, j'ai dit tout tantôt, si vous me suivez très bien, j'ai posé des interrogations.
j'ai posé des interrogations parce qu'il faut éviter, à pareille occasion, de faire des affirmations qui soient de nature, n'est-ce pas, à constituer déjà une preuve de culpabilité contre quelqu'un alors que l'enquête est en cours. Voilà, et moi je l'éviterai. Alors, tout ce qui est constant en ce moment précis, c'est que pourquoi une arme a été retrouvée dans le camion du capitaine Kaliyalo. Bien, Ahmed Kamara. Contrairement aux consignes. Oui, pourquoi une arme a été retrouvée, ce n'est pas une leçon, mais monsieur le ministre, vous savez quand même qu'en maintien d'ordre, c'est vrai, il faut utiliser les armes conventionnelles, mais il est aussi autorisé de partir avec des armes à feu parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer sur le terrain. Non, s'il vous plaît. Est-ce qu'on ne risque pas en ce moment de mettre les forces de sécurité dans une situation difficile? Parce qu'on est dans une situation où il y a aussi le terrorisme. C'est un exemple. Si un terroriste surgit, c'est avec des gaz lacrymogènes que vous allez le repousser. Non, s'il vous plaît, Madame Yero, je parle des questions de sécurité. Alors, je suis juste en train d'interpeller Monsieur le ministre. Est-ce qu'on ne risque pas de mettre en difficulté alors les policiers quand on le verra avec des armes à feu lors d'une manifestation partout au monde? Quand il y a une manifestation, il y a des armes à feu qui sont sur le terrain, mais je parle de l'utilisation de ces armes. On n'a pas le droit de les utiliser sauf en cas, je vous dis, quand la nécessité se présente. C'est de ça que je parle. Et la nécessité peut se présenter si quelqu'un surgissait avec une arme et cette personne se mettait à tirer sur des manifestants. Il va falloir que les forces de l'ordre répliquent automatiquement. Donc, je souhaite que ce soit circonscrit et au même moment dire à monsieur le ministre, oui, des réformes sont engagées aujourd'hui. Mais des bavures, on continue de les enregistrer. Pas plus tard que ce week-end, c'est un agent de la CMIS qui a également débarqué de sa moto et qui a mis les balles dans les pneus d'un simple citoyen, tout simplement parce que, considérant que ce citoyen l'a dépassé. Je pense que autant de situations que nous enregistrons et les mêmes questions de carburant quand on appelle les forces de sécurité et des agents également et des citoyens qui se plaignent pour dire on a été dépouillés par des agents la nuit, tout ça. Quelles sont aujourd'hui les dispositions pour donner confiance aux Guinéens? Monsieur le journaliste, s'il y a eu mort d'homme, cela veut dire que la loi 09 du 4 juin n'a pas été respectée. Un. Ouais. Deux. Ouais. Le plan opérationnel qui a été donné par les supérieurs hiérarchiques, n'est-ce pas, de cette compagnie CMS de Bambeto, ce plan opérationnel contenait les recommandations suivantes. Interdiction formelle de porter des armes. Et c'est pourquoi ils sont allés jusqu'à dire que les hommes chargés du maintien de l'ordre doivent être palpés avant de monter dans les véhicules. Ouais. Pour s'assurer que... Vous savez combien de manifestations se sont soldées par des morts inutiles ici en Guinée? Maintenant, quelles que soient les circonstances, et si on dit non aux armes à feu, à l'occasion d'une manifestation, aucun agent, aucun officier, aucun sous-officier ne doit s'armer. C'est interdit, c'est interdit. Et c'est pourquoi j'ai posé la question. Pourquoi on a retrouvé une arme à feu dans un camion alors que l'interdiction formelle a été faite d'amener à l'occasion de cette manifestation une arme à feu. Même une arme blanche, nous l'avons interdit. Interdit tout cela pour éviter des morts inutiles. Ça a été interdit. Bien, maintenant, si on se met sous votre angle, on peut dire dans une certaine mesure que vous avez raison. Parce que si on tient compte des dispositions de la loi 09 du 4 juin 2015. Mais le recours, le principe est la non-violence, la non-utilisation des armes non conventionnelles. À l'exception, c'est qu'on ne peut utiliser ces armes à feu que dans des conditions, dans des situations bien définies par la loi. N'est-ce pas? En dehors de ces cas-là, impossible d'utiliser une arme à feu à l'occasion d'une manifestation. Ça, c'est clair. Bien. C'est un principe. Monsieur le ministre, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Un policier qui perçoit de l'argent d'un taximètre. C'est un cas emblématique. On dit que la police routière est la structure la plus corrompue en Guinée. Ils sont tout le temps corrompus. 1000 francs, 5000 francs. Font pas, malgré mal entretenus, bien sûr. Mais qu'est-ce qui est fait pour améliorer un peu leurs conditions salariales, leurs conditions de travail, pour que ça puisse cesser cette corruption-là dans la circulation? Vous avez bien fait de poser cette question. Le mal est général.
Et nous sommes en train d'entreprendre une réforme. Parce qu'ils sont quand même parfois pitoyables, les policiers là, dans les ronds-points. Qui va être très dur, indépendamment de leur du salaire de misère dont vous parlez, n'est-ce pas? Il y a ce que la formation n'y existe pas. Mais que voulez-vous? On nous déverse à la police, des personnes, n'est-ce pas, désignées par la fonction publique et qui ne répondent à aucun critère. Aujourd'hui, nous avons 4015 et quelques. Sur les 4015 qui sont recrutés et qui nous ont été envoyés par la fonction publique, n'est-ce pas, il y a presque près de 60% d'analphabètes. Mais que voulez-vous? J'ai rendu visite à tous ces commissariats-là, à toutes ces... mais j'ai été abasourdi d'entendre que les hommes chargés de la sécurité routière ne sont pas détenteurs de permis de conduire. Mais alors, que voulez-vous qu'il règle? Comment il peut connaître la déontologie, Romy? Bien. Alors, il ne connaît rien. Parce que c'est une question de sécurité nationale, évidemment. On va le garder dans ce studio. Moi, vous n'allez pas partir. Hein. On vous réquisitionne dans ce studio jusqu'à 11h. On continue l'émission, les Ahmed. Écoutez, voilà. On remarque des policiers qui désormais se sont mis à l'école de l'autoroute. On remarque ces policières-là qui sont dans la circulation, qui parfois ne savent même pas lire le nom d'une personne sur la carte grise ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui est fait pour reformer tout ça? Parce que c'est quand même de la circulation qu'il s'agit. Au-delà de ça, une statistique très très alarmante, c'est qu'au niveau de la traumatologie des CHU de Conakry, 90% des accidentés sont des accidentés de moto. Aujourd'hui, le cas de la circulation des motos à Conakry pose problème. Chaque jour, vous enregistrez des taximètres qui soit meurent ou sont traumatisés ou sont blessés, des cas d'accident tous les jours. Comment réglementer la circulation des motos à Conakry? Voilà. Le ministre de la Sécurité, notre invité ce matin, mesdames et messieurs, continue à réagir à vous juste après l'émission. On va le retrouver de l'autre côté avec Moussa Moïsila. Allez-y, monsieur le ministre. Voilà, Roby, nous avons sorti un communiqué récemment pour interdire l'usage des taxis-motos, d'abord dans la commune de Conakry. Et on avait envisagé... Mais ça continue. Oui, on avait envisagé le principe de l'étendre à toutes les communes de la capitale. Et ça va être fait. Et c'est très prochainement... Les grandes gueules. En ce qui concerne la police en général, je dois dire que j'ai pris en main une situation quand même qui était désirable. Hormis le dysfonctionnement lié aux querelles de personnes, il y a que la formation n'était plus assurée. La formation n'était plus assurée. Les unités de protection civile, les sapeurs-pompiers et autres étaient à un stade embryonnaire. Alors aujourd'hui, j'ai pour mission de relever 2 défis. Le premier défi, c'est le défi de la formation. Heureusement, les partenaires techniques et financiers sont en train de nous aider. L'État guinéen a investi, a mis sur la ligne budgétaire du ministère de la Sécurité et de la Protection civile près de 26 milliards pour que les 2 écoles de Kaflia et de Kabelin soient ouvertes dans les meilleurs délais. Et nous y sommes. Et très prochainement, c'est un exercice difficile ce matin. Et également au niveau des unités de protection civile, l'Union européenne est en train de nous aider, de nous appuyer. Et d'ici la fin de l'année, ces unités de protection civile vont être déployées sur tout le territoire national, en tout cas dans les grandes capitales régionales. Bien. Ainsi que les services incendie et secours. Bien. Avant que vous soyez ministre de la Sécurité, vous étiez à la Défense, monsieur Kabele. Peut-être un exercice difficile ce matin, je sais que c'est sans langue de bois. Si on vous demande aujourd'hui de faire la lecture entre les 2 unités, je parle de la police et de la gendarmerie. Parce que, oui, vous avez parlé de formation. La dernière fois, on m'a jeté de pierre parce que je disais que les gendarmes étaient mieux formés que les policiers. On m'a traité le nom de tous les oiseaux. Alors, je vous demande de faire aujourd'hui une comparaison. Comment vous avez trouvé ces 2 unités? Je dois vous dire que c'est à tort qu'on vous a critiqué. C'est parce que moi, je dois être jaloux de ma profession. Parce que c'est par vocation que j'ai accédé à la magistrature et que j'ai accédé au barreau. Donc, je dois être jaloux d'avoir fait cette option et travailler pour que cette profession soit toujours honorée.
La police doit travailler maintenant, quitter les querelles interpersonnelles, n'est-ce pas, pour ne retenir que l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'institution policière. Et l'institution policière ne peut se développer que par la formation d'abord. La qualité du recrutement et la qualité de la formation. Qu'est-ce qui est fait? La gendarmerie, je dois reconnaître que la gendarmerie fait du bon travail. La gendarmerie assure la formation de façon permanente. Mais quand on vous dit que depuis 2003, il n'y a pas eu de formation au niveau de la police, c'est extrêmement grave. Et c'est pourquoi j'ai pris à bras le corps, à la suite des recommandations de Monsieur le Président de la République, la formation au niveau de la police. Ahmed. D'accord. Alors, moi j'ai du mal à comprendre cela depuis 2003, alors que chaque année, il y a quand même un budget pour la formation. Est-ce que vous vous êtes intéressé depuis votre arrivée? Qu'est-ce qu'on fait exactement de tous ces fonds? Bien sûr, parce que quand je suis arrivé, j'ai écouté tous les services, tous les grands directeurs. Ils sont tous passés devant une commission que j'ai composée, avec l'assistance des partenaires techniques et financiers de l'Union européenne, des États-Unis, et également avec le conseiller spécial des Nations Unies auprès de Monsieur le Président de la République. Alors tous ont fait un état des lieux et ont fait des projections pour l'avenir. Ils ont expliqué. Mais quand il y a dysfonctionnement à la tête d'une institution, mais bien sûr, le travail fractionnaire s'installe. Et quand il y a des réaménagements aujourd'hui, parce qu'à la police, il y a un nouveau directeur quand même. Mais bien sûr, je parle d'avant. C'est de quelque chose que nous avons hérité. N'est-ce pas? C'est ce dont il parle. On a examiné, mais l'état des lieux est catastrophique. Donc c'est contre tout cela que nous allons lutter et nous sommes en train de... Alors clairement, des fonctionnaires de l'État ont tout simplement empoché ce qui devait servir à la formation de ces jeunes, clairement. Je n'irai pas jusqu'à votre affirmation, mais je dis, si la formation n'a pas eu lieu, n'est-ce pas, et que l'État a mis des fonds sur la ligne budgétaire, je pense que c'est dans la poche de quelqu'un. Je pense non, c'est que ça peut provenir du fait que ce travail fractionnaire, ce cloisonnement fictif et qui ne va pas dans le sens de l'intérêt de la police. Vous n'allez pas dire que les fonds s'il vous plaît, vous me laissez terminer, a entraîné un laxisme de manière à ne pas absorber les crédits mis à la disposition. En clair. Ah oui. Ah non, mais en clair, qu'est-ce que vous voulez dire? En clair, mais j'ai dit c'est clair. Non, quand le crédit... Non, c'est pas clair là. Mais justement, ça peut être une négligence coupable. Ah non, mais monsieur le ministre, monsieur le ministre, si de l'argent a été décaissé, les grandes gueules, à des fins qui plus est une formation, et que la formation ou les formations ne se tiennent pas, l'argent a forcément une destination. Soit elle revient là où où ils ont été pris, ou ils ont pris une autre destination. C'est ce qu'on a envie de savoir. Écoutez, à mon arrivée, j'ai fait une évaluation. Ce qui me paraissait prédominant dans les déclarations des uns et des autres, c'était que je ne sais pas. Quand c'est la réponse qu'on me donnait, je n'ai pas été associé. C'est la première fois que j'entends parler de telle subvention ou de telle autre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que au plan général, il y avait de l'exclusion, ce qui ne favorisait pas du tout le bon fonctionnement du service et qu'il faille maintenant corriger totalement. Mais il y a forcément une traçabilité. Parce que si les uns et les autres, n'est-ce pas, ne s'entendent pas, bien entendu, il faut aller sur la ligne, pour décaisser. Mais si on ne fait pas des engagements, on ne peut pas absorber le crédit. Et le malheur, c'est que certains vont en prendre un coup sérieux et vont en pâtir. Alors, il s'agit, moi je ne vais pas vers une condamnation systématique des uns et des autres. J'ai fait un état des lieux, je sais d'où provient le mal. Maintenant, je réunis tout le monde. Nous prenons les grandes décisions ensemble. Et nous faisons des projections. C'est très important. C'est la meilleure façon. J'ai dit que je ne suis pas un ministre qui va fonctionner à coup de menace. À coup de menace. Parce que vous êtes menacé?
Non, je dis à coup de menace, je ne vais pas travailler avec mes collaborateurs en les menaçant. D'accord. En les menaçant, ça ne sert à rien. Bien. Alors, du côté de la gendarmerie, parce qu'il n'y a pas que la police, du côté de la gendarmerie, vous avez... Au niveau de la gendarmerie, la gendarmerie la gendarmerie a assuré une formation permanente. Ouais. Vous savez, comment c'est géré, justement? Vous savez, la différence entre l'armée et la police, vous savez c'est quoi? Non. L'armée. La rigueur? L'armée, c'est calé. Ouais. C'est calé. Oh là là. Est-ce que vous connaissez? Vous savez d'où vous venez, vous savez où vous allez. À la police, c'est le quotidien. Ouais. Et c'est ce qui fait la différence. Et ce quotidien-là, il faut être très, très, très habile. Il faut être très, très alerte, n'est-ce pas, pour gérer le quotidien. Je ne dis pas que à la police, tout est... non, du côté de la gendarmerie. Que tout le monde est mauvais. Ouais. Je ne dis pas qu'au niveau de la police, tout le monde est mauvais. Ouais. Il y a des compétences avérées, mais qui étaient marginalisées. Ouais. Et maintenant, ce sont ces compétences-là. Parce qu'il n'y a pas que la police où il n'y a pas vu. Il n'y a pas que les policiers. C'est important. Du côté de la gendarmerie, aujourd'hui, par respect pour cette institution. Il évite cette question, monsieur. Par respect pour cette institution, je suis à la tête de la police. Ouais. Je ne suis plus à la tête de la défense. Alors, vous me laisserez tranquille sur ce point-là. Je ne me prononcerai pas du tout là-dessus. Allez-y, madame. C'est bien que... Les grandes gueules. Vous êtes le ministre de la Sécurité, vous n'êtes pas le ministre de la Police. Justement. Le ministre de la Sécurité, s'il y a quelque chose en rase campagne, ben, la gendarmerie va intervenir et c'est également sous votre responsabilité. Allez-y, madame. La question que je voulais poser à M. le ministre... tu as tort. C'est important que vous fassiez de la formation un défi, parce que peut-être ça peut permettre à ces agents de connaître, d'avoir quelques notions d'éthique et de déontologie. Mais est-ce que vous êtes posé la question de savoir pourquoi certains policiers, parce qu'il y en a qui forcent le respect parmi ces policiers. C'est clair. Mais il y en a, pourquoi est-ce que vous êtes posé la question de savoir pourquoi certains tendent la main? Les conditions de vie. Parfois, vous les voyez sous la pluie, certains sont sans manteau, ils sont obligés de s'abriter sous certains, je sais pas, des abris de fortune. Est-ce que c'est leurs conditions de vie? Est-ce que vous avez pensé à l'amélioration de leurs conditions de vie, le salaire, qui va faire en sorte qu'ils ne soient pas obligés de tendre la main? Actuellement, la police a un statut particulier. La protection civile a un statut particulier. Tous les textes qui doivent contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie, n'est-ce pas, sont élaborés et sont soumis à la signature de Monsieur le Président de la République. Et vous avez raison. Il est inadmissible de voir un policier tendre la main. Nous sommes en train de combattre ce fléau-là. Et depuis que je suis là, j'ai réuni tout le monde et nous avons tous pris l'engagement de combattre ce fléau. Imaginez, vous voyez même les gens des sapeurs-pompiers quitter les sapeurs-pompiers pour aller dans la circulation, tendre la main aux citoyens. On a fait la chasse à tous ces malfrats-là, n'est-ce pas, qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. OK? Et c'est pénible. Mais tout ça, c'est le manque de formation. Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur le ministre, pas forcément le manque de formation. Il y a aussi le manque... Il y a aussi le manque des moyens. Je ne sais pas si vous avez fait un tour au siège des sapeurs-pompiers derrière le stade de Nongor. C'est pitoyable. Première question. Deuxième question. Aujourd'hui, il est important. Est-ce que vous êtes au courant que désormais, on kidnappe et on demande des rançons en Guinée? Oui, je suis au courant. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Dans ce sens-là, il faut nécessairement des unités spécialisées, dotées des moyens qu'il faut. La sécurité n'a pas de prix, elle a un coût. Et ce coût, il faut l'assumer. Et c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler. J'ai demandé à mes collaborateurs de me faire, n'est-ce pas, un plan d'action de 2017 à 2020. Ne serait-ce qu'en pendant cette période-là, pour savoir exactement de quoi ils ont besoin pour renforcer leur capacité. Est-ce que vous avez les chiffres en ce qui concerne le kidnapping? Bien sûr, les statistiques nous reviennent, mais c'est de façon très, très épistolaire, justement. Ça aussi, c'est une autre priorité, les fichiers, les statistiques criminelles. Aujourd'hui, l'Union européenne est en train de travailler avec nous. Nous avons fait venir des spécialistes de la France sous couvert de l'Union européenne pour justement nous élaborer une méthode de travail dans ce sens. Et nous avons pu avoir un tableau de bord qui nous permettra, n'est-ce pas, désormais d'avoir les statistiques criminelles sur toute l'étendue du territoire.
Et ces documents, ces tableaux, ces registres ont été distribués à tous les commissariats. Et nous allons procéder à une vérification dans les meilleurs délais pour savoir si oui ou non les recommandations qui sont prises sont respectées sur le terrain. Vous voyez, nous sommes dans un pays où la police scientifique ne marche pas. Ne marche pas. Elle n'est même pas à l'état embryonnaire. Elle n'existe pas. Donc il faut faire renaître, revivre tout ça. Tout ça. Et nous ne sommes pas fichés. On aurait pu profiter de la biométrisation. De la biométrisation pour ficher tout le monde. Il ne s'agit pas seulement de la période électorale, mais avoir un centre national de biométrisation de tous les actes. Une base de données. Une base de données où tous les citoyens guinéens vont être fichés, où tous les Guinéens, quand je dis fichés, ce n'est pas dans le sens policier pour aller dans leur vie privée. Non. Et les étrangers qui rentrent aussi, on puisse les connaître, les dénombrer. Alors, c'est ce travail-là qui nous attend. Qui nous attend pour que, par exemple, si tout le monde était fiché, en cas de crime, la police scientifique peut tout de suite rentrer en jeu. Mais la difficulté est beaucoup dans ce sens. Il y a des difficultés puisqu'il n'y a pas de moyens dans ce domaine-là. La police scientifique n'a jamais été développée ici. Depuis les années 58. Depuis les années 58. Maintenant, avec l'Union européenne, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait un embryon de police scientifique et que cette police scientifique prenne forme. Voilà, le franc-parler à l'honneur. Ce matin, chez le GG Maître Abdoul Kabele Camara. Les grandes gueules de Radio Espace, véritables fins finaux dont les folles et espiègles fréquentations font le délice des millions d'auditeurs et téléspectateurs. Ahmed, Moïse, Roby, Aboubacar, Tamba Djibril, Hiero, Lamine roulent pour la bonne gouvernance depuis plus de 8 ans. Et ils ne sont pas prêts de rendre les armes de la démocratie. Les grandes gueules sur Radio Espace ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Le grand oral avec Maître Abdoul Kabele Camara, notre invité ce matin. Alors, on vous explique, ça fait un moment déjà que vous avez fait cette émission. Sinon, vous avez été invité, pardon. On vous propose des photos ou en tout cas des personnalités à la télévision. Vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces personnes. Et derrière, évidemment, le grand oral. En 2 minutes, ce que vous avez sur le cœur en ce qui concerne la réforme, évidemment. Ahmed Camara, première photo. Le général Khalifa Diallo. Vous allez prendre le micro. Un homme exceptionnel. Un homme que son âme repose en paix. Et je comptais beaucoup sur lui pour faire avancer la réforme et de la façon la plus rigoureuse au niveau des forces armées. Général Ibrahima Baldé, le haut commandement de la gendarmerie nationale. Toujours disponible. Un bon gendarme, un excellent gendarme. Feu général Lansana Conté. C'était notre grand frère, notre papa, notre oncle, et à qui on pardonnait tout. À qui le peuple de Guinée a tout pardonné, a tout accepté. Bien. Roby. Le grand botteur, le colonel Bafoué. Je ne sais pas s'il est botteur, mais en tout cas, il fait son travail. Ouais. Et c'est un policier engagé. Ouais. Quand je dis engagé, ce n'est pas au plan politique, Ouais. mais il croit à sa mission. Et je vous assure, celui que vous voyez comme ça, dans tous ses accoutrements, est un agneau. Ouais. Est un agneau. Hier, je l'ai vu meurtri. Meurtri parce qu'il a accompli une mission. Il était sur le point de dire à toute la troupe, mes félicitations. Ouais. Malheureusement, ce cas de figure-là, ce drame est venu ternir tous les résultats qui ont été obtenus par le colonel Bafoué. Commandant Mohamed Alpha Barry, il est le responsable com du côté de la gendarmerie. Commandant Alpha Barry, c'est le porte-parole, non? Oui. Voilà, c'est votre collègue. Voilà, c'est un brillant garçon. Un brillant garçon. Bien et sûr. il croit à ce qu'il fait. Colonel Issa Kamara. Hein? Colonel Issa Kamara. Colonel Issa Kamara, vous connaissez son parcours. Et alors, vous pouvez, vous êtes d'accord avec moi que nous avons tous suivi son parcours. Bien. Et les résultats sont là. Alors, je ne connais plus son grade, Garé, l'ancien de Il la est police contrôleur nationale. général. Il est L'ancien de général la police nationale. Il est général de division. Alors, Garé. quand on vous montre sa photo, ça vous dit Oui, quoi exactement? quand j'étais à la défense, c'est un grand policier
avec lequel j'ai collaboré. Bien. Et qui était très très attentif à tout ce qui se passait autour de lui. On nous écoute dans les commissariats en ce moment, à l'intérieur du pays, évidemment. Vous avez 2 minutes, une manière de vous adresser à vos troupes. Hier soir, à l'occasion du communiqué qui a été diffusé sur les antennes de la télévision, j'ai rappelé aux forces de sécurité les grands principes, le respect de la loi, que tout manquement sera sanctionné conséquemment. Il est inadmissible qu'en Guinée, en 2016, que des citoyens guinéens tombent à l'occasion d'une manifestation, que les opérateurs économiques subissent des dégâts importants, une perte économique inestimable. Aujourd'hui, l'État est en train d'œuvrer pour que tous ces grands principes-là soient mis en œuvre, soient respectés. Et nous ne tolérerons aucun manquement. Et la réforme est difficile. La réforme ne va pas dans le sens de l'intérêt de tout le monde. Mais la réforme doit être acceptée parce que c'est le devenir de la Guinée. C'est très important. Une réforme bien menée au niveau de la police permet d'assurer la stabilité. Mais aussi, j'en appelle à la prise de conscience de tous nos concitoyens. La police assure la sécurité des personnes et des biens conformément à la Constitution. Chaque Guinéen doit avoir à la police, n'est-ce pas, sa propre arme. Une arme pour assurer la stabilité du pays, une arme pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. La police, nous devons tous collaborer avec la police. Il ne s'agit pas de dénoncer pour dénoncer, il ne s'agit pas de traîtrise, mais c'est un devoir citoyen. Un devoir citoyen. Sans la police, sans la sécurité, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de presse libre. Il n'y a pas de presse libre, il n'y a pas de parti politique pouvant manifester. Et c'est pourquoi hier, nous étions dans la rue, en dépit de ce cas malheureux que je déplore. Nous étions là, sous le soleil, sous la pluie, pour encadrer. Des hommes ont été, leurs véhicules ont été caillassés. Il y en a qui ont été blessés. Mais nous taisons tout cela parce que nous accomplissons une mission d'État. Donc ensemble, travaillons pour la paix et la stabilité dans notre pays. Ce pays-là qui nous est cher, ce pays a trop souffert. Maintenant, avec le professeur Alpha Condé, faisons tout pour relever le défi de la paix, de la stabilité, de la concorde nationale. Et c'est un devoir pour tous, politiciens, non politiciens, tous citoyens, toutes catégories confondues. Nous devons nous donner la main. La fraternité passe par-dessus tout. Travail, justice, solidarité, tel est le triptyque de notre devise. Nous devons l'intégrer dans nos cœurs, dans nos esprits et partout, en toutes circonstances et en tout lieu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le grand oral de monsieur le ministre, maître Abdoul Kabele Camara. Écoutez, de toutes les façons, non, il a fini son oral, mais je veux interpeller ces ONG de défense des droits de l'homme. Je veux dire à ces ONG que moi j'en ai marre d'entendre ces questions de oui, il faut lever la question de la prison à vie. Ce jeune Thierno Amadou Diallo qui a été tué, s'il a été tué de façon délibérée, je veux que le coupable soit condamné à mort parce qu'il avait droit à la vie. Est-il normal de lui arracher sa vie de cette façon? Alors, ces ONG de défense des droits de l'homme, je suis d'accord avec ce combat si vous le faites peut-être ailleurs, mais pour l'instant, je veux dire que dans mon pays, en Guinée, nous ne sommes pas prêts à accepter cela parce qu'aujourd'hui, trop de Guinéens se font tuer de façon lâche, trop de Guinéens se font tuer gratuitement, ce n'est pas normal. Alors, lumière doit être faite. Celui ou celle qui sera inculpé dans les liens donc, de culpabilité devra être condamné, et je dis bien à mort, et s'il le faut, oui, je dis et je persiste. Mets un peu de cœur dedans. Voilà. Ce n'est pas de cœur, je dis et je persiste. Merci. Allez, allez. Non. Allez, amen. Oui, vous n'êtes pas à la place. Vous n'êtes pas à la place des parents de ce jeune. Vous n'êtes pas à la place des parents de ce jeune. C'est pourquoi vous parlez ainsi. Non, si vous étiez à la place des parents de ce jeune, tout le monde allait voir. Je sais que vous êtes touché. Je sais que vous êtes touché, mais vous n'êtes pas touché comme le père. Vous n'êtes pas touché comme la mère. Vous n'êtes pas touché comme le frère de ce jeune qui a été tué. Allez, ça déborde un petit peu. Il n'y a pas de problème. Grand merci à vous.
Vous, à l'international, mesdames et messieurs, demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Toutes nos excuses, évidemment, pour l'émission d'Oumar Soul Kaba, que vous allez retrouver demain, en tout cas, pour le compte de cette émission. Autre information aussi à retenir, désormais, la rediffusion de GG sur Radio Espace, c'est à 2h du matin. Sinon, l'exclusivité, évidemment, est donnée à Suite FM sous le coup de 18h. Si vous êtes en région, vous avez la possibilité, évidemment, de réécouter l'émission sur nos radios régionales. Grand merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission. Mamoudou Kondé était là, évidemment, sans oublier Ibrahim Assouri Seng Souma, Monsieur Traoré, toute l'équipe au complet. Maître Abdul Kabel et Camara, vous allez le retrouver juste derrière pour répondre à vos questions. Si vous êtes très nombreux, évidemment, à nous suivre également sur Internet. Grand merci à vous. On se retrouve demain sous le coup de 9h. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.